on est deux medical advisors PhD, on a pris une PhD parce qu'on sait aussi que justement elle aura cette rigueur scientifique, elle va aller faire chercher de l'info, etc. Et en fait, je dis pas que les autres en sont pas capables du tout, mais je pense qu'il y a aussi un moment où il faut valoriser ça. On a des compétences rédactionnelles, on a tous fait des appels à projets, on a voilà ce que je disais tout à l'heure, l'assessment, bah en fait on en a tous fait dans notre vie, des euros, on a présenté des posters à des congrès, donc après le reste ça s'acquiert quoi. Donc, Anne Lucie, go, on y va. Moi, ça m'intéresse de voir, t'étais comment, Lucie, quand t'étais petite? Qu'est-ce que tu rêvais de faire? Est-ce que tu rêvais vraiment de devenir chercheur ou pas? Vas-y, Alors, raconte-moi, Anne Lucie. c'est ce que du coup on va reprendre le début. Alors, j'étais pas une élève excellente, je ne faisais pas partie de ces meilleures de classe du tout. J'étais plutôt turbulente, bavarde, vous allez voir beaucoup. Donc ça s'est bien maintenu et donc j'ai eu un parcours scolaire un peu atypique. En fait, j'ai pas du tout fait un lycée général, une terminale S, comme on pourrait imaginer, etc. En fait, je me suis assez vite réorientée. Alors, le laboratoire, la recherche, tout ça, ça m'a toujours plu. Mais par contre, je savais pas trop ce que je pouvais faire, ce que je voulais faire. Je me voyais pas à 14 ans, en troisième, me dire je vais faire une thèse, aller au bac plus 8. Non, Pas du tout. clairement pas. D'autant qu'en plus, j'étais quand même pas très studieuse, donc c'était pas du tout envisageable. Donc, en fait, ce que moi, j'ai fait, et bon, je fais une petite parenthèse, merci à ma maman aussi qui m'a un peu poussée dans cette voie-là. Moi, j'ai fait tout un parcours atypique. J'ai fait un bac STL, donc sciences et techniques de laboratoire. Après, j'ai fait un IUT. Donc, je suis partie à Caen pendant 2 ans faire un IUT. Donc, c'était. Alors, j'ai plus les intitulés exacts, hein, mais c'était genre génie biologique et cellulaire, un truc comme ça. Et après cette IUT, en fait, la question que je me posais à chaque fois, c'était de dire, en fait, est-ce que je m'arrête, est-ce que je travaille, ou est-ce que justement je continue, est-ce que j'ai envie d'aller plus loin? Ouais. Et donc, du coup, après cette IUT, j'aurais pu travailler dans un labo, ce que j'ai fait l'été, etc. Puis je me suis dit, je vais quand même pousser un peu on va dire, le bouchon. Je suis partie en IUP, donc qui était un institut universitaire professionnalisant. Donc, c'était en fait un petit peu l'équivalent des DESS, mais qui était encore normalement un bac plus 4 et ça s'est passé en bac plus 5, moi, quand j'y étais. Et après ça, du coup, j'ai fait un premier master. Alors, je m'y perds à chaque fois, j'ai fait un master pro, du coup. Et derrière ça, j'ai dit, non, en fait, j'ai vraiment envie d'aller, vraiment envie de faire une thèse. Donc, j'ai refait un master recherche et je suis partie en thèse. Donc, voilà, déjà, le Waouh. début, c'était pas signé dès le CP, hop, va en thèse, pas du tout. C'était vraiment, vraiment Donc, pas. tu as découvert assez tard le métier de chercheur, en fait. Pour toi, c'était pas Alors, forcément. oui, plus ou moins. Alors, en fait, l'avantage, je pense que j'ai eu un avantage aussi énorme dans ce parcours-là. Enfin, en tout cas, moi, je préconise et jamais, enfin, si c'était à refaire vraiment, je referais la même chose. Genre, je dirais pas du tout dans le général parce qu'en fait, toutes ces filières un peu professionnalisantes, les IUT, les IUP, etc., en fait, ça donne l'occasion de faire des stages. Et en fait, quand on arrive en thèse, moi, j'avais déjà fait au moins 4 stages. J'étais partie au Ouais. Canada, j'étais partie en Angleterre, j'avais fait un stage à Lille, j'avais travaillé dans un labo d'analyse médicale. Et donc, en fait, tous ces stages-là m'avaient aussi permis de connaître un petit peu ce qu'était la recherche. Et donc, à chaque Yes. fois, en fait, ça me motivait à me dire, ah non, en fait, j'ai pas envie de m'arrêter là, j'ai pas envie d'aller faire des analyses d'urine. Alors, c'est pas du tout une critique envers les analyses d'urine, mais j'avais envie de pousser plus loin, j'avais envie de comprendre. J'étais en oncologie et donc, ça m'a vraiment aussi permis, avec tous ces stages, d'aller plus loin et d'aussi Donc, découvrir un peu les ouais, techniques. ce que tu me disais, c'est que tu as eu très vite la pipette à la main, très Ah vite. ouais, 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 dès la seconde, en fait. Dès la Et la seconde, moi, seconde, j'avais des voilà. à la main. Et en fait, en master, donc stage de master recherche, ça t'a vachement aidé à faire la différence. Toi, tu t'avais Ah déjà bah ouais. fait depuis longtemps, tu étais Ah hyper à bah l'aise. ouais, ouais. Ça, c'est sûr que ça a été je pense, un énorme avantage quand j'ai fait mon master recherche. Et que moi, quand je suis arrivée à la paillasse, clairement, j'avais une pipette depuis 6 ans dans la main. Et donc, du coup, on fait un Western blot, c'est parti. On fait une QPCR, c'est parti. Et en fait, alors bien évidemment, j'ai appris plein de techniques parce que j'avais pas tout vu, pas tout fait, mais ça, c'est évident. Mais par contre, effectivement, j'avais pas entre guillemets, j'avais pas cet apprentissage technique à faire. Je l'avais déjà largement acquis. Et donc après, c'est des nouvelles techniques, c'est faire un ELISA, c'est faire un truc, on apprend, il y a un proto, on y va, quoi. Mais c'est vrai que Génial. du coup, pour le master recherche, ça m'avait vraiment aidé. Et du coup, c'est pour ça que j'avais décroché une bourse ministérielle. Mais c'est clair que ça m'avait vraiment aidé, quoi.
Super. Et bien là, on arrive à la thèse, à Missy, Ouais, donc une thèse qui est financée par une bourse ouais, ministérielle. Sur quel ouais. sujet? Tu nous racontes un peu comment ça s'est passé? Alors, moi, je travaillais sur la nécroptose. En fait, c'est une mort cellulaire en fait, qui est programmée, mais qui n'est pas propre, en fait, qui ressemble plutôt à de la nécrose. Donc, en fait, il va y avoir toutes les cytokines qui vont être relarguées, etc. En fait, c'est vraiment la cellule va un peu exploser, mais c'est programmé. En fait, c'est ça qui était un petit peu novateur à l'époque. Et donc, moi, j'ai fait ce travail-là. Donc, je travaillais sur RIP3 et RIP1, qui étaient deux protéines kinases. Et donc, m'en voulez pas, ça commence à être un peu vieux, ma thèse. Donc, je fête mes 10 ans de thèse, là, cette année. Donc, et donc, en fait, je travaillais sur ce sujet-là, en fait, dans la leucémie aiguë. Et en fait, on essayait de comprendre un petit peu les mécanismes de down-régulation de certains gènes qui pouvaient finalement aboutir à inhiber cette mort cellulaire-là. Et donc, du coup, les cellules, enfin, les cellules de leucémie proliféraient de façon extrêmement enfin, c'était favorable à la dissémination du cancer. Je parle vite, Très bien. temps, Sujet alors. passionnant. Donc, du coup, une thèse qui a duré 3, 4 ans, qui a duré combien Ouais, de temps? 3 ans et demi. Alors, j'avais fait un tout petit postdoc. Mon institut, en fait, c'était à l'IRCL à Lille et en fait, ça hébergeait. Donc, ça m'avait fait un mini. J'avais un mini financement entre le moment où j'avais fini d'écrire ma thèse et puis Yes. soutenu. Donc, je crois que j'avais eu 3 mois de mémoire. J'avais dû avoir 3 mois, mais qui s'était un peu prolongé en postdoc. Mais globalement, je l'ai fait à peu près en 3 ans. Ouais, 3 ans, 3 ans et demi. Et c'était une thèse, honnêtement, qui s'est vraiment super bien passée. Enfin, moi, j'ai jamais eu de soucis de financement. J'avais des chefs qui étaient top, qui m'ont laissé vraiment explorer toutes les hypothèses que je pouvais avoir. J'ai vraiment eu vraiment une thèse rêvée, quoi. Faut Génial. admettre. Ouais, ouais, non, j'ai vraiment une thèse canon parce que j'ai pu faire tout ce que je voulais. J'avais pas de restrictions. Et puis, j'avais un projet qui marchait. J'avais des expériences, il y avait des trucs. Donc, c'était Super. super, quoi. Ouais. Une super thèse. Ouais. T'as soutenu quand? En quelle année, Lucie? Et ben en 2013, c'est pour ça qu'on est en 2023, hein, je vais fêter mes 10 ans de thèse. Tes 10 ans. Ça me rajeunit pas du tout. Ouais, les 10 ans de Et thèse. donc, à Missy, en fin de thèse, ou voire pendant la thèse, est-ce que tu avais cette réflexion de te dire, bon, ben, qu'est-ce que je fais après? Ou tu te voyais chercheur, postdoc, machin? Ouais, pas du tout, j'avais pas du tout la réflexion de qu'est-ce que je vais faire après, parce qu'en fait, en fait, on n'en sait rien, comme je pense. Donc plus maintenant, plus pour en tout cas les gens qui sont là, je pense que les gens qui pensent là, c'est clairement un avantage. Nous, enfin en tout cas, moi, il y a 10 ans, on n'avait rien, on n'avait pas d'infos. Tout ce qu'on savait, c'est que tous les gens qui étaient dans le labo, ils avaient fait une thèse, ils étaient devenus chercheurs. Mm. Ce qu'on savait, c'est qu'il y avait pas ou très très peu de postes. Donc ça, on le savait, c'était hyper compliqué, hyper challengeant, il fallait avoir plein de publis, etc. Ouais. Mais j'avoue que je m'étais pas trop posé la question en sortie de ma thèse en me disant, de toute façon, je vais faire chercheur, un peu comme tout le monde, quoi. Enfin, Ouais. j'avais pas, non, non, enfin, en fait, j'avais aucune notion de pouvoir sortir un peu dans le privé. Je savais que ça existait, je pense que tout le monde connaît les laboratoires, etc. Oui, mais ça me paraissait à 10 000 lieues Ouais, ouais, tu ouais, connaissais pas les opportunités non, possibles. rien du tout. Voilà, Ouais, pour tout le non, monde, tu parlais que du métier de chercheur, et vraiment. après tu pouvais faire un postdoc, et c'est d'ailleurs ce que tu as fait, quoi. Tu es parti faire le Exactement. postdoc. Et bah ouais, je suis partie du coup un peu tête bêche, hop, je suis partie en Allemagne du coup, donc j'avais pour souhait de continuer. Alors on dit souvent qu'il faut changer de sujet de thèse, etc. Moi j'aimais bien ce sujet de mort cellulaire, donc je suis partie en Allemagne parce qu'il y avait deux gros labos européens qui bossaient sur ce sujet-là, donc un à Gand. Et comme j'étais à Lille, c'était un peu trop près, donc j'ai dit bon allez, je pars en Allemagne. Et puis je suis restée environ 1 an et demi là-bas. Et pour tout dire et de façon assez franche, en fait, je voyais pas d'avenir dans la recherche. J'en avais aussi un peu marre. Je crois que voilà, le postdoc, c'était un petit peu le too much. Et c'est un peu là, par contre, que je me suis vraiment ouvert sur l'extérieur, en tout cas sur le privé. Parce qu'en fait, moi, mes collègues qui étaient en master, PhD, postdoc, qui étaient sur place, me disaient, ah bah moi, je vais aller travailler. Il y avait une Merck, j'étais à Francfort, et donc il y avait tout un tas de labos à Francfort. Il y avait Merck, il y avait Bayer, il y avait plein de petites boîtes à côté, etc. Et moi, ils me disaient tout ça, bah moi, je vais aller bosser là après, moi, je vais postuler, tout ça. Et moi, j'étais là, bah ok, mais genre tu vas l'avoir comment ton poste en fait? Enfin, genre, vraiment, je comprenais pas. Je me disais, bah. Et donc, juste un merci pour préciser le contexte, tu dis il y avait Merck, les labos, parce qu'ils travaillaient en collaboration avec les Pas du académies. tout, parce Et... que c'est un peu comme à Paris, en fait, Francfort, comme c'est une grosse ville internationale, en fait, les sièges sociaux étaient à côté de Francfort, D'accord. ou vraiment pas loin, et donc du coup, il y en avait beaucoup qui disaient, bah tiens,
il y avait Merck vraiment qui était à Francfort. Et donc, ils disaient, bah, je vais aller bosser chez Merck, quoi. Donc, il y avait Ah, zéro collaboration, il n'y avait rien. d'accord. Mais eux, ils se disaient, genre, normal, quoi. Genre, je vais aller bosser dans Parce l'industrie. qu'ils sont Ouais, préparés, eux. Là, tu te dis, exactement, bah, il y quoi. a un truc, j'ai raté, quoi. Pourquoi eux, ils Exactement. ont fait Et, là? et en fait, je me suis rendu compte en étant sur place que bah, déjà, rien qu'un truc, moi, on m'avait dit sur ta boîte aux lettres, tu marques que tu es docteur sur la boîte aux lettres. Ah ouais. Non, mais enfin, non, on fait pas ça en France, je suis pas docteur et tout. Je dis, bah si, en Allemagne, c'est hyper reconnu, etc. Et en fait, je pense que ce qui m'a vraiment ouvert entre guillemets, les yeux et l'esprit, c'est qu'en fait, effectivement, le PhD, il est hyper reconnu en Allemagne. En fait, c'est vraiment, c'est pas comme nous en France où, en fait, finalement, c'est pas obligatoirement très bien connu. Les gens ne savent pas trop, on dit une thèse, les gens ne comprennent pas ce qu'on fait. Alors qu'en fait, en Allemagne, c'est hyper reconnu. Et en fait, il y a énormément de PhD qui, justement, rejoignent l'industrie pharmaceutique après, parce qu'effectivement, c'est complètement ancré, entre guillemets, dans la culture allemande. Non, mais Et, c'est là que tu vois qu'ils sont super avancés par rapport à nous. ouais, 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 Il non, y c'est a clair. quelques années, tu vois, et nous, cette réflexion, on est encore en train de se battre, quoi. Bah, c'est ça. Et c'est vrai qu'effectivement, ils avaient ça. Et c'est vrai que moi, à l'époque, je m'étais dit, bah, je vais me faire une première expérience en Allemagne. Je me suis dit, bah, franchement. Et donc, j'avais commencé à envoyer quelques CV. Et puis, en fait, j'avais des retours, genre, votre CV, alors en allemand. Donc, il faut dire, c'est que je ne parlais pas un mot d'allemand, donc ça n'a pas du tout aidé. Mais donc, je recevais des mails en mode Google Translate, ah, votre CV est intéressant, mais est-ce que vous parlez allemand? Bah, non. Bon, bah, au revoir, quoi. Et donc, je me suis dit, bon, bah, vraiment, j'étais un peu partie dans l'optique comme pour moi, c'était vraiment fermé en France, je me dis, c'est pas possible d'avoir un poste en France. Donc, je m'étais dit, bah, je vais apprendre l'allemand. Comme ça, au moins, je vais essayer de me faire une première expérience en Allemagne. Et puis, en fait, bah, j'ai postulé en parallèle. Quand même, je postulais un peu en France parce que, bon, j'avoue que je n'étais pas une grande fan de l'Allemagne. Parlant pas allemand, ça n'a pas aidé mon intégration sur place, il faut admettre, même si tout le monde parlait très, très bien anglais. Et, euh, et donc, du coup, j'ai eu l'opportunité en fait de rejoindre un boulot en parallèle. Ça s'est fait comme ça en un mois de temps en France. Et donc, j'ai jumpé et je suis partie en France, quoi. Génial. Avant de jumper à Dijon, je crois, Lucie t'a dit un truc en disant le postdoc, non, tu m'as dit rapidement ça. Qu'est-ce qui t'a pas plu finalement dans cet environnement de postdoc? Pourquoi tu te voyais pas finalement tenter le concours, aller En vers un petit chercheur? En fait, je crois que objectivement, j'avais donné énormément, j'avais eu plein de résultats, j'avais plein de trucs et tout. Et en fait, au final, j'ai sorti un Cell Death and Disease, un Impact Factor 5. Enfin, et, C'est vrai quand tu le dis. et ouais, mais parce qu'en fait, l'investissement, et encore, moi, j'ai de la chance, j'ai publié mes trucs. Enfin, en fait, j'avais un sujet qui marchait super bien, etc. Mais en fait, l'exigence des publications, l'exigence du boulot. Moi, j'avais en plus, donc, c'est ce qu'on on en avait discuté, mais moi, j'ai fait ma thèse, j'ai travaillé à minuit quasiment tous les soirs de ma thèse pendant 3 ans. Et en fait, il fallait que j'aille au boulot à minuit parce que j'avais des temps d'incubation de 10 heures. Et donc, je dormais pendant 2 minuit et je retournais au labo à 10 heures le matin pour pouvoir faire des choses l'après-midi. Parce que si je commençais ma journée à 10 heures, bah, je faisais rien jusqu'à 20 heures. Donc, j'avais pas bossé de nuit. Donc, en fait, je pense qu'il y avait un peu autant ça s'était super bien passé, etc. Mais il y avait un peu une forme bah, ouais, de démoralisation finalement. Parce qu'en fait, je me dis, ouais, je fais un impact factor, je fais un papier. Alors, j'ai encore, heureusement, mon ancien directeur de thèse qui me met encore dans certaines publications. Mm. Parce qu'il y a encore des résultats qui sortent du début que j'avais initié pendant ma thèse. Mais voilà, et c'est vrai que quand je suis arrivée en postdoc, je me suis dit, ah, mais il faut tout recommencer, quoi. Je crois que c'était un peu l'objectif de dire, ah là, tu repars à zéro. Et encore, je connaissais le sujet et tout, mais fallait tout ressortir, tout refaire, etc. Et c'est vrai que je me suis dit, en fait, la perspective de faire ça pour tout le reste de ta vie m'a un peu, ouais, un peu, je me suis dit, ouais, non, j'en ai marre, quoi. D'accord. Puis j'avais un peu marre aussi de la paillasse, parce que mine de rien, j'étais en 2016, quand j'ai fini mon postdoc. Et du coup, quand j'avais commencé la paillasse, je pourrais pas redire la date, mais je sais pas, j'ai eu mon bac en 2000, Ouais. bah ouais, 2003, je crois. Donc, Ah, en fait, ça fait 10 ans que je faisais aussi de la paillasse, quoi. Donc, je dis, ouais, un peu, enfin, à un moment donc, donné, ça sort, tu vois. ouais, 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 c'est ça. Donc, du coup, voilà, c'était un peu ça, je crois, le truc. Ça faisait, ouais, 12 ans que je faisais des manips, donc j'en avais un peu marre. Et je m'étais dit, ouais, je pense il y a moyen de faire d'autres choses très bien. en parallèle, quoi. Du coup, tu as assez rapidement trouvé ton job là, dans le privé, en tant que directeur d'études, c'est ça, à Dijon. Ouais, à Dijon. Alors, ça s'est fait de façon un peu hallucinante, soyons honnêtes. Genre, j'ai envoyé mon CV. Dijon, pour moi, c'était la moutarde. J'avais pas la moindre idée de ce que c'était. Moi, je suis de Normandie, etc. Donc, Dijon, let's go. J'envoie mon CV. Genre, 3 jours après, on m'appelle et on me dit, peux-tu venir faire un entretien? Genre, 3 jours après. Et ça, c'était juste avant Noël. À l'époque, c'était juste avant Noël, donc 2015.
Et je passe l'entretien et genre on m'appelle 2 jours après en me disant c'est bon, vous avez le poste. Et le mois suivant, j'étais revenue en France, j'avais fait mes clics et mes claques, j'avais vidé mon appart et j'étais partie de l'Allemagne. Donc ça s'est fait super vite parce que du coup c'était vraiment l'occasion, enfin C'est un voilà, il beau fallait. moment. Ah ouais, c'était au bon moment, puis il fallait surtout jumper sur l'occasion. Je pouvais pas me dire, ah bah non, je sais pas, c'est pas le coin qui me plaît, etc. C'était la mobilité. Il fallait absolument se dire, bah, let's go. Même si je restais pas tout le reste de ma vie à Dijon, je me faisais une première expérience qui était clairement, à ce moment-là, en tout cas, pas inespérée, mais enfin, c'était vraiment l'occasion pour moi, quoi, de partir dans le privé, quoi. Donc, tu disais, t'es arrivé au bon moment parce qu'ils cherchaient peut-être ton expertise. C'est ça Ouais. qui a joué, qui a fait que ça allait très vite à Lucie. Carrément. En fait, et ça, je pense que c'est un message, en tout cas, que moi, je voulais faire passer. Je pense qu'effectivement, en fait, j'ai été plusieurs fois, enfin, on va revenir pour le reste, mais en fait, cette fois-là, en fait, globalement, la société avait besoin d'un peu d'un profil qui faisait de la cytométrie en flux. Et moi, j'en avais fait, mais des heures incalculables. Et en fait, c'est cette expertise-là qui a fait que j'ai été prise à ce moment-là. Et en fait, si j'avais postulé 1 an après ou 6 mois avant sur un autre poste, ou si par exemple ils avaient déjà recruté cette personne-là, bah, peut-être que j'aurais pas été prise en fait, parce que justement c'était au bon moment, la bonne expertise, le bon besoin pour la société. Et je sais que dans d'autres sociétés ou même à AstraZeneca avec qui je suis là, je sais qu'il y a des collègues qui ont déjà fait des premiers entretiens, ils n'ont pas eu le poste tout de suite Ouais, parce que bah, y a peut-être quelqu'un qui a plus d'expertise au tenter, mais en fait un refus veut pas dire non à ad vita aeternam, et que en fait ils ont postulé 6 mois après et en fait ils ont eu le boulot, quoi. Et c'est vrai que je pense quand même que la carrière dans son ensemble, bah, il y a aussi un peu un élément chance qu'il faut peut-être provoquer, ou en tout cas il faut jumper sur l'occasion de se dire on a un entretien demain, bah, je sais pas, j'avais un truc à faire, bah non en fait je yes. m'arrange, j'y vais, quoi, parce que ça peut être voilà une ouais, c'était un peu ça le Ton truc. message, il est super important, Amici. J'insiste. Il y a beaucoup qui se laissent démoraliser parce que je Ouais, non. postule, je suis pas prise. C'est quoi? Pourquoi mon CV va pas? Qu'est-ce qui va pas chez moi? Remise en question, ça va plus du Ah tout. ouais, ouais, ouais. Ça casse Ah le non. moral. Non, il faut savoir que parfois, c'est juste qu'on n'arrive pas au bon moment. Les Ouais. planètes ne sont pas alignées. Et comme tu disais, l'exemple d'AstraZeneca, il y en a qui postulent la première fois, ils sont pas pris. Et puis après, Ouais. on me rappelle quelques mois plus tard en me disant, ouais, on a Bah, gardé le CV. finalement, voilà, votre CV vous aviez fait bonne impression. On a eu un candidat qui était meilleur au tenté. En fait, je pense qu'il faut toujours se dire, à un moment, on est à un tenté ou de notre vie ou de la vie de la société, et qui a besoin d'une expertise ou qui a besoin d'un truc, et qu'effectivement, un refus. Alors moi, enfin, des refus, j'en ai eu des caisses parce que je n'ai pas envoyé de CV. Genre, là, je fais genre, j'ai envoyé un CV, j'ai été prise. Non, non, j'en ai envoyé La plein. réalité, Partout, elle est j'en ai eu simple. des caisses. Mais en fait, enfin, c'est normal aussi. En fait, il faut se dire, bah moi, à un moment, même, je postulais à des trucs. En vrai, je crois que je sais même pas ce que c'était, quoi. Je faisais quand je suis en Allemagne, là, je postulais des trucs. Je crois que je sais pas ce que c'était, mais c'est pas grave. Je me dis, c'est pas grave, ils auront mon idée, quoi. En fait, je me disais ça, quoi. J'ai allé hop. Et c'est vrai que, du coup, en tout cas, je pense que vraiment le truc, c'est qu'à un moment, il faut être là au bon endroit, au bon moment. C'est pas obligatoirement, enfin, des connaissances et tout s'acquiert. Enfin, moi, je pars du principe que tout s'acquiert quand on veut, etc. Mais par contre, il faut vraiment se dire, bah voilà, si on est recruté, c'est parce qu'il y a un truc. Moi, par exemple, pour tout vous dire, donc j'étais directrice d'études précliniques. Je pense que j'étais une des rares à n'avoir quasiment jamais fait de la souris, parce que je veux pas tuer les souris. J'ai trop du mal avec ça. Enfin, moi, pour moi, une souris, c'est trop mignon. On lui fait des bisous et j'avais du mal avec ça. Et par contre, bah, du coup, à la fin, je connaissais tous les modèles d'onco de souris, parce qu'en fait, techniquement, je n'y touchais pas. Donc, en fait, j'avais pas cette expertise technique. Enfin, et on avait des super techniciens, on avait des super équipes qui étaient justement capables et qui étaient tout à fait en compétences, que moi, je n'avais pas. Mais par contre, moi, j'étais plus là pour le design de l'étude, Alors pour justement, la Lucie, tu peux nous expliquer c'est quoi, en quoi ça consiste le job de de directeur directeur d'études. En fait, c'est un job qui est hyper central. Donc, c'était dans une boîte donc à Dijon. Et en fait, c'est un boulot qui est hyper intéressant, qui est hyper central, parce qu'en fait, on va. En fait, le directeur d'études est responsable du design de l'étude jusqu'au rendu du protocole. Donc, en fait, il est globalement responsable de son étude. Donc, bah, le design, ça va être potentiellement de définir avec les clients bah, quels sont les besoins du client, parce que bah, un client qui travaille sur un modèle particulier ou une drogue particulière ne va pas pouvoir utiliser tel et tel modèle. Donc ça, effectivement, il y a tout cet aspect-là qui est sur le design. Après, il y a toute la partie réalisation. Donc là, on est complètement, alors on n'est pas manager du tout des équipes, mais on est complètement en lien avec toutes les équipes justement techniques qui sont dans les labos. S'il y a une souris qui ne va pas, il faut faire appel au comité d'éthique, etc. Et en fait, c'est le directeur d'études toujours qui est au centre de ça.
Et après, du coup, il y a toute la partie analyse des données, donc pour voir si effectivement le médicament qui a été testé a un effet antitumoral, oui, non, moyen, s'il y a eu des problèmes de toxicité, quoi. On rend un rapport final, quoi. Et donc ça, on répète avec le nombre de clients, donc là, nous, on était en oncologie majoritairement, mais on ne faisait pas que de l'onco, il y avait des choses aussi un petit peu qui étaient en parallèle, et donc il faut faire un peu de littérature, il faut se renseigner, il faut comprendre ce qui a été fait dans les Génial. hôtels, enfin ouais. Donc, en fait, c'est de la chefferie de projet, de la Ouais, c'est ça. gestion de projet C'est de chef A de, à ouais, Z, c'est chef de projet, ouais. protocole, etc. Mais c'est pas toi qui faisais les manies directement, Non, c'était du tout. Ouais, tu n'avais pas exactement. touché à tes souris, ça t'a Non. marché finalement. C'est Ok, ça. très Et bien, heureusement pour les top. souris, je crois. Et tu as fait ça pendant combien de temps, Lucie? Je suis restée 2 ans et demi, je crois, à peu près, 2 ans et demi, ouais, chez Onco. D'accord, Je suis restée à peu près très deux bien. ans et demi. Et puis, du coup, un jour, on m'a appelé. Et puis, en fait, on m'a proposé, donc j'avais envoyé mon CV pour faire MSL. Et en fait, donc, bien avant, alors je pour la date, mais en tout cas, j'avais envoyé à Alors, pendant que tu étais chez Anco, que tu avais envoyé ton CV, ou c'était avant, ou c'était À déjà... mon avis, c'était peut-être entre les deux parce que je pourrais plus là, je pourrais plus te dire hein, comme de D'accord, quand il l'avait. En fait, j'avais une amie, j'avais deux amies à moi de ma thèse en fait qui était MSL et donc je sais que j'avais déjà envoyé mon CV en me disant que ça pouvait être une opportunité, etc. Donc, est-ce que j'avais fait avant ok, ou quand j'étais en Allemagne? C'est pas impossible que je l'ai aussi fait quand j'étais en Allemagne en fait. ok, donc tu Donc semais là, quand même tes graines, t'envoyais des CV à ce ouais, moment-là. ouais, ouais. Oui, non, c'est pour ça, des CV, j'en ai envoyé. Hein. Donc, et en fait, un jour, donc, Valérie Charlon m'appelle et elle me dit, ah, bah, on a peut-être un poste pour vous. Vous êtes toujours à Dijon? Oui, oui. Ah, bah, ça tombe bien, vous n'auriez pas besoin de déménager. Proposition de poste de MSL. Et là, je suis restée, bah, let's go. On va, on va Alors, je voir. précise pour ceux qui ne la connaissent pas, Valérie Charlon, la DG Ouais. d'Alpha Pharma, on la reçoit souvent en visio-doc. Donc voilà, elle connaît très très bien les métiers des affaires médicales et une recruteuse assez connue dans le domaine. Ouais. Ok, Et, donc elle t'appelle, grosse surprise. ah bah ouais, non, c'est clair, j'y étais plus trop, j'étais là, bah ok. Et en fait, bah un peu pareil, le concours de circonstances, objectivement, je pense que c'était pas ni pour mes capacités en onco-urologie, puisque je n'en avais absolument jamais fait, donc c'était clairement pas pour ça. C'est parce qu'en fait, j'habitais à Dijon et qu'ils cherchaient un poste en Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes et Limousin. Et donc, en fait, bah, c'est pareil. Là, c'était l'occasion. Donc, c'est pour ça aussi, les chasseurs de tête, bah, ils appellent aussi, ils communiquent. Et donc là, elle m'appelle, elle me dit, bah voilà, on a peut-être un poste et tout. Est-ce que. Donc, elle me dit un peu. Donc, j'étais, ah ouais, donc il y avait de l'urologie, cancer ORL et un peu digestif. Et j'étais, ah, mais moi, j'y connais rien du tout. Je dis, bah, vas-y, on va faire les entretiens quand même. Et en Tu fait, lui as dit ça comme ça ou tu l'as pensé dans ta tête, Lucie? ah, je pense que je lui ai quand même dit que j'avais pas d'expérience et tout. Enfin, que là, que Ouais, j'étais en mode souris. Donc, ok. même si j'étais pas du tout sur du prémédical, cancer de la prostate, Là, quoi. tu Enfin, passes de la souris au patient, là, quand même, bah Lucie. voilà, c'est ça. Non, mais c'est bah clairement. Donc ça, non, non, je lui avais dit en toute honnêteté, parce que c'est pareil. Je pense que ça, c'est un truc aussi pour tout le monde au monde. C'est pas que les PhD quoi qu'est-ce. À un moment, faut être franc. On sait pas en fait. Et moi, ce que j'ai aucun problème à dire, je ne sais pas, parce que je peux acquérir la compétence. Mais par contre, si vous dites à un entretien, genre je sais, et qu'en fait, on se rend compte 2 mois après que vous en savez rien, bah clairement là, ça se passe mal en fait. Alors que si dès le début vous avez dit bah ça, je sais pas. Par contre, j'ai envie d'acquérir cette compétence-là, j'ai envie de découvrir ça, j'ai envie de me développer là-dedans, il n'y a aucun problème Yes. parce que c'est dit dès le début, quoi. Et moi, j'ai toujours dit, bah, ça, je sais pas, ça, Tu as enfin, été voilà. honnête avec elle, mais en même Ah temps, ouais, ouais, tu as ouais, parce montré que de la motivation. Enfin, au bah téléphone, oui, elle a senti que... enfin voilà, j'étais en CDI, quitter pour un autre poste, imaginons ça se passe pas bien, enfin parce que justement il y a un quiproquo quoi qu'est-ce, enfin ça c'est valable pour tout le monde, c'est pour ça que je dis ça, hein. Mais c'est vrai que moi j'ai toujours été hyper honnête, si je sais pas, si je sais, si je sais pas quoi. C'est C'est une vrai que qualité importante. Hein. ouais, Dans ouais, son mais métier, hein, il faut être intègre et honnête quand on sait qu'on ouais. sait pas. Par contre, on insiste, on est hyper motivé, on peut Oui, non, apprendre. mais voilà, l'un n'empêche pas C'est l'autre. bon, quoi. Exactement. Ah ouais, exactement. On peut être carrément motivé pour découvrir des choses, même si on les a jamais faites, quoi. Très bien. Et Et tu dis, puis, après, ça s'est passé super vite, encore une ah fois. ouais, c'est pareil. Voilà, ça a été encore Très vite hyper avec vite. toi, Lucie. Hein. Ouais, Tu dis, c'est ça. connexion. Du coup, ouais, donc pareil, je fais l'entretien, je vais à Paris. Donc, il y avait un entretien à l'époque avec la RH, avec le MSL manager et puis le directeur d'air thérapeutique. Donc ça, c'était vraiment un premier entretien, bah,
prise de connaissance où effectivement, on nous dit bah, pourquoi on postule, pourquoi est-ce qu'on est là, etc. Donc ça, c'est vraiment le premier entretien. Et après, normalement, cet entretien-là, en fait, si la candidature, on va dire, alors c'est pas acceptée, mais elle est validée, c'est-à-dire qu'en fait, on va plus loin. En fait, on a généralement un assessment à faire. En fait, on nous donne un sujet qu'on doit préparer sur une dizaine de jours. Et après, on revient faire un peu comme un oral, en fait, une présentation du sujet. Yes. Donc là, je précise à Lucie, c'est ton premier assessment Ouais, de toute ma vie, ouais. de la vie. On est d'accord. Ouais, mais alors après, ouais, mais en même temps, bah, oui et non, parce que du coup, pour tous les PhD qui sont dans la salle, je pense que tous ceux qui auront soutenu leur thèse, bah, ils en ont fait un assessment, sauf qu'ils ont mis 3 ans à le préparer, quoi. Donc, en fait, c'est un oral, quoi. Et je pense que tout le monde a déjà fait un exposé oral, en fait. L'assessment, c'est ça. Par contre, voilà, il challenge sur jusqu'où est-ce qu'on va dans les connaissances, de savoir si on sait dire aussi, bah, j'en sais rien, en fait, parce que bah, j'ai pas eu le temps de savoir, parce que j'ai pas vu l'info, parce que je préfère dire, bah, je sais pas, plutôt que voilà, parce que dans le boulot de MSL, c'est aussi hyper important. Et, euh, et donc, du coup, c'est pour ça l'assessment, oui, mais en fait, ça reste Un exercice qu'on sait faire. Donc, un exercice qu'on sait faire, ouais. Préparer on a tous eu des revues de littérature à préparer pendant nos études et présenter en oral. Bah, c'est pareil. Donc, là, tu avais une semaine, c'est ça, Lucie? ouais, une semaine, 10 jours, je sais plus exactement, mais ça doit être ça, Yes. ouais. Oui, enfin, en tout cas, on n'a pas un mois et demi, quoi. On se dit Ok. pas, et on travaille en parallèle et tout, donc c'est le soir et tout, c'est du bachotage et tout le soir, hein, lire Et la c'était en littérature. présentiel, du coup, ou c'était Ouais, c'était à Paris, ouais, ouais. À à l'époque, Paris? ouais, bah, le Covid n'était pas encore passé par là, donc je sais pas si aujourd'hui, Ouf. maintenant, tout est encore en présentiel, Ouais. mais en tout cas, ouais, tous les entretiens avaient été faits en présentiel à Paris. Je me déplaçais à Paris pour Et aller. alors, comment ça s'est passé à Lucie? Eh bah, plutôt très bien parce que je suis sortie de l'assessment, j'étais gare de Lyon, j'attendais mon train et qu'on m'a appelé en me disant bah t'as le poste. Oh là là, ça va vite avec toi. Donc Ça va voilà, donc super du vite coup avec toi. c'était. Hein? Tu dis, ça va super vite avec toi. Non, du coup, c'était vraiment, là, j'avoue, c'était un peu enfin, inespéré. Donc voilà, et donc là, on se retrouve un peu, bon, là, tout au début, on se dit, ouais, mais attends, il faut que je change et tout. Enfin, voilà, c'était Ouais, aussi un gros ouais. challenge. J'avais un CDI à Dijon, ma vie à Dijon, et donc pour info, je suis toujours à Dijon. Donc il y avait un peu un challenge quand même par rapport à ça, mais bah, j'ai fait pareil, j'ai dit, bah, vas-y, let's go. Donc Alors, raconte-nous. j'ai attendu bah, comment ça s'appelle, la promesse d'embauche Yes. pour donner ma démission. Et du coup, je suis allée voir tout le monde en disant, bah voilà. Je Et, vous quitte. voilà. Et donc, j'ai jumpé du coup chez AZ là depuis, et bah, ça va faire 5 ans au mois d'août. Là, je vais fêter mes 5 ans chez AstraZeneca. D'accord. Donc, tu as commencé sur un job de MSL. Tu disais qu'au départ, c'était pas facile, hein, quand même. Non, ouais, moi, Faire ce que j'avais trouvé très dur, en fait, de façon extrêmement objective, il y a deux choses que j'ai trouvé très dures. La première, c'est le côté médical, cranté, en fait, sur le côté médical, parce qu'en fait, on est tous très bons, ce que je disais tout à l'heure, les ELISA, les Western Blot, les machins, tout ce qui est technique, on est hyper calé, rationnel, scientifique, ça, aucun problème. Enfin, on est vraiment extrêmement bon là-dedans. Par contre, on n'est pas du tout formé, ou en tout cas, on ne connaît pas bah, tout ce qui est prise en charge, en fait, des patients, tout ce qui est parcours de soins, tout ce qui est ligne de traitement. Alors moi, au début, franchement, avec mon regard à l'époque, je me disais, bon, ça doit être facile. En fait, non. et en fait, alors, c'est pas impossible, hein, mais c'est vrai que ça a été assez dur, je trouve, de cranter sur cet aspect médical, parce qu'effectivement, moi, je me rappelle mes premiers entretiens de MSL, et heureusement, je t'ai accompagnée, je n'étais pas toute seule. Genre, on me parlait de, je sais pas, de mots en fait médicaux que j'avais jamais entendus, quoi. Et en fait, je disais, ah, mais je vais jamais y arriver. Enfin, en fait, j'avais l'impression quasiment que je vais reprendre médecine, quoi. Enfin, Oui, parce que ça n'a pas fait de recherche clinique dans ton parcours. non, moi, je n'ai pas du tout fait de recherche clinique. Donc, c'est vrai que, alors, même si j'avais quand même ces notions de la recherche clinique, etc. Mais enfin, en même temps, quand on parle de syndrome hépatique, de choses qui sont vraiment purement médicales, bah, moi, j'en avais pas fait. Et c'est vrai qu'effectivement, j'ai trouvé que cet aspect-là avait été dur parce qu'effectivement, il faut se mettre dans un bain. Et puis, on est assez, je veux dire, on est grand aussi, on est assez seul dans notre formation, ce qui est très bien parce qu'à un moment, on est tous justement des diplômés, on a tous un peu une expérience plus ou moins avant, etc. Mais par contre, voilà, il y a beaucoup de formations à faire seul. Et du coup, le deuxième double tranchant du boulot de MSL qui moi, a fait au début, en tout cas, j'ai eu du mal avec ça parce qu'effectivement, je venais d'une société où on était toujours 30 ou 50, tout le monde ramenait des gâteaux, on était tout le temps en train de papoter, ça Yes. rigolait, c'était une super ambiance, etc. Et je me suis retrouvée du jour au lendemain en télétravail, donc bah, un peu de ce que tout le monde a vécu pendant le confinement, mais moi, ça faisait déjà 2 ou 3 ans que je faisais ça. Et c'est vrai que le début,
télétravail, enfin travail de siège, on va dire, enfin en tout cas en étant avec plein de gens au quotidien et se retrouver seul à la maison. Ouais. C'est vrai que ça n'a pas été simple, ça n'a pas été simple. Alors après, c'est comme tout, on s'y fait. Après, il y a des avantages. Après, c'est vrai que mais c'est vrai que le début pour moi avait été un peu compliqué sur le. Donc, il y a eu un temps d'adaptation qui a duré combien de temps, du Ouais, coup, ouais. en plus, avant vraiment que tu sois. Alors, deux choses. Sur l'adaptation, vraiment, télétravail, etc., ça m'a pris, je sais pas, 6 mois, parce qu'après, quand on commence à Mm, avoir les rendez-vous, etc., en fait, ça se met vite, mais c'est vraiment le premier temps d'adaptation, en fait, qui ouais. était Mm. un peu bizarre. Et puis après, pour cranter au niveau médical, alors nous, par exemple, on a pas mal de MSL dans l'équipe, là, qui viennent d'arriver, et à chaque fois, elle dit, ah ouais, mais on n'a pas obligatoirement toutes les connaissances. Je dis, bah ouais, mais attendez, vous croyez quoi, que je l'ai appris en 15 jours? Moi, ça Ouais. fait bientôt 5 ans que je suis sur le sujet, donc, je dirais que j'ai commencé à être vraiment à l'aise dans la patho vraiment médicale, je pense au bout d'un an, un an et demi. Où Ouais. vraiment, alors je dis pas qu'avant j'étais comme une huître et je disais rien, mais voilà, ça me demandait plus de travail. Maintenant, effectivement, je suis complètement à l'aise dans la patho, etc. Mais ouais, en tout cas, ça m'a pris, je pense, un an et demi à être bien à l'aise dans le boulot de MSL, quoi. Yes. Alors, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas le job de MSL, Ouais. est-ce que tu peux résumer ça? Ouais, le job de MSL, alors c'est un job qui est hyper intéressant. En fait, déjà, il faut se remettre dans le contexte qu'en fait, le MSL est un travail non promotionnel. Donc, en fait, on est on va dire, à la demande des médecins. Et en fait, on est là pour faire de la formation et de l'information médicale. C'est-à-dire qu'en fait, le MSL, il est là pour présenter les études de phase 1, les études de phase 2, les designs de phase 3 et les phases 3 quand il n'y a pas d'AMM, parce qu'à partir du moment où on a l'autorisation de mise sur le marché, alors je le fais de façon un peu Mm. noir-blanc, mais à partir du moment où on a globalement l'autorisation de mise sur le marché, là, après, il y a toute une équipe marketing-vente qui est sur le terrain et qui se charge justement de faire cette promotion. Le MSL est toujours là en backup, c'est-à-dire que s'il y a des questions médicales particulières inhérentes à une étude, inhérentes à un patient ou etc., bah, en fait, effectivement, le MSL est toujours présent. Mais cette vocation en fait de présenter et en fait il a aussi un intérêt extrêmement important, c'est aussi de comprendre pas ce que pensent les médecins, mais en fait essayer un petit peu de comprendre la future stratégie thérapeutique. C'est-à-dire que si aujourd'hui on lance une phase 3 et que moi j'en discute avec des médecins et que tous me disent ah non c'est nul, ah non c'est nul, ah non c'est nul, Mm. il y a peut-être un petit warning à avoir. On lance une phase 3, tout le monde nous dit c'est nul en fait. Donc, en fait, et on essaye déjà donc, de demander pourquoi c'est nul. Parce qu'en fait, soit effectivement, ça peut être le design de l'étude a été mal fait et dans ces cas-là, Mm. ça permet de remonter au global et de dire attendez, là les gars, on a un souci dans l'étude. Ou ça permet aussi de dire que en fait, au niveau français, la prise en charge, elle n'est pas la même qu'au niveau mondial et que du coup, ça rentre pas dans la prise en charge française. Et donc dans ces cas-là, on le dit aussi. Mais donc voilà, il y a aussi ce côté un peu feeling en fait du médecin et de la prise en charge de demain parce qu'on est vraiment nous très en amont en fait avec les molécules qui vont arriver si elles arrivent parce qu'on a aussi malheureusement des études qui sortent négatives mais Yes. on est vraiment très en amont et donc je pense que c'est vraiment le métier c'est vraiment le lien entre le global de la société et le terrain en fait vraiment la réalité non pas au chevet des patients mais en tout cas au coude à coude avec les médecins pour comprendre un peu leurs problématiques et leurs besoins en termes de stratégie thérapeutique Yes. pour les patients, quels sont les besoins des patients demain, quoi. Et donc, Annecy, tu as en charge une zone géographique qui est J'avais limitée. en charge une zone, donc du coup, j'avais Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne et Limousin quand j'ai commencé, et après, ça a un petit peu changé, j'avais Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. D'accord. Et des déplacements, à quelle fréquence globalement quand on est MSL pour ton Alors, stage? on va dire avant et après Covid, c'était un peu différent. Avant Covid, c'était toutes les semaines. Clairement, c'était toutes les semaines. Alors, on a un avantage aussi, c'est que c'est pareil, hein, moi, je m'organisais comme je voulais. Alors, les médecins, s'ils nous disent, je reçois que le jeudi soir à 18h, il faut y aller, hein, ça c'est clair. Mm. Mais globalement, on pouvait aussi dire, bah non, moi, je peux pas tel jour, j'ai telle chose. Donc, globalement, on est en charge de notre emploi du temps, on est en charge de nos déplacements. Moi, par exemple, quand je partais à Limoges à l'époque, j'essayais de faire au moins 4-5 rendez-vous sur 2 jours, en fait. Donc, je prévenais tout le monde parce que je venais de Dijon, donc je mettais 6 heures pour y aller. Donc, je prévenais que malheureusement, je ne pouvais pas être là tous les 4 matins, mais que j'avais mail, téléphone, etc. Et puis après la période post-Covid, là, pour être honnête, j'en faisais vraiment beaucoup moins. Et pour deux choses, c'est que déjà le Covid a clairement pas aidé et que la visio s'est énormément démocratisée. Et puis la deuxième, c'est aussi parce que je connaissais mon réseau.
Donc en fait, j'avais pas besoin de me faire connaître. Enfin, c'était plus simple aussi de dire, bah non, on fait une visio, ça sert à rien, On on se connaît connaît. déjà. Voilà, c'est ça en fait. Donc comme en fait, j'avais pas cette nouveauté en post-Covid, je pense que ça a dû être difficile pour les gens qui ont soit changé de poste ou démarré un boulot de MSL post-Covid. Je pense que c'était pas simple. C'est bien. En tout cas, moi, j'avais pas ce souci-là parce que j'avais cette région-là depuis quasiment 2-3 ans au moment. Yes, donc ça fait maintenant 5 ans en fait que tu as fait ce Ouais, job de MSL ouais, qui te passionne. Hein. Tu m'avais dit que vraiment un des trucs hyper importants, ouais, c'est la communication pour toi qui t'avais ouais, une très bonne communicante, Lucie. Et tu m'as dit que c'était hyper important. ouais. Hein. MSL, ça va bien communiquer. Ah ouais, je pense que en fait c'est extrêmement important dans le sens où en fait on est là pour faire passer une information médicale, on est là pour faire passer des connaissances. Donc en fait si effectivement on n'est pas un bon communicant enfin voilà, je pense qu'il y a vraiment cet aspect qui est extrêmement important. Et puis après il y a aussi cet aspect en externe, c'est-à-dire vis-à-vis des médecins, cette communication, puis aussi en interne en fait, parce qu'on interagit assez avec l'ensemble de la société, avec des collègues, on intervient aussi avec d'autres MSL, enfin, il peut y avoir tout un tas de cross-fonctionnalités, enfin, d'ailleurs, c'est pas il y a énormément de cross-fonctionnalités, et donc on a aussi besoin de communiquer avec tous nos collègues, les collègues des ventes, les collègues par exemple, des diagnostics, de tous les départements, en fait, et donc c'est extrêmement important, je pense, d'avoir cette capacité de pouvoir communiquer simplement aussi avec les autres, et après, c'est comme tout, je pense que ça s'acquiert comme toute autre compétence. Yes. Et donc, ce qui m'a super intéressé dans ton profil, hein, c'est vraiment voilà, de montrer qu'on peut effectivement faire plusieurs jobs. Donc, Ouais, tu as commencé avec directeur d'études, ouais, tu as eu cette opportunité de MSF, ça ouais. faisait 5 ans, et là, new challenge, medical Voilà, advisor. Hein, depuis combien de temps exactement. maintenant? Et en fait, si je cumule, je pense que j'en suis à pas loin d'un an et demi maintenant. Alors en fait, on a, et ça aussi, moi je remercie AZ par rapport à ça, parce qu'effectivement, et puis mes managers et compagnie, hein, mais en fait chez AstraZeneca, il y a aussi une possibilité de développement. En fait, on a vraiment beaucoup de développement en interne et qui sont aussi sur des missions, en fait, de pouvoir se développer sur des missions pour aller en fait découvrir le job du voisin. C'est un peu du vie ma vie, vie ma vie d'à Génial. côté. Et en fait, donc c'est super parce que, par exemple, donc moi, bon, à chaque fois je donne cet exemple-là, mais si demain j'avais une passion pour la finance, je voulais absolument aller au département finance alors que je suis au médical et que ça n'a absolument rien à voir, si je le dis à ma manager que je voudrais absolument faire une mission de 6 mois au département de la finance, globalement, il est possible qu'elle arrive à me trouver une mission à hauteur de, je sais pas, 10, 20, 30, 50, 100% de mon temps, peu importe en fonction des besoins et de l'envie. Mais c'est vrai qu'on a cette chance chez AstraZeneca de pouvoir le faire. Et donc, moi, j'ai eu l'occasion en fait de me développer. Donc, c'était un souhait. J'avais vraiment déjà donné ce souhait de vouloir découvrir ce boulot de medical advisor. Et en fait, j'ai eu l'avantage d'avoir un collègue qui est parti en congé parental. Et Super. donc, du coup, en fait, c'était vraiment l'occasion rêvée pour pouvoir le remplacer et justement faire une mission, une première mission en tout cas. Donc, c'était à peu près 6 mois. Donc, c'est pour ça que je dis à peu près un an et demi, mais c'était à peu près 6 mois la première mission. Donc là, c'était vraiment super parce qu'en plus, on avait vraiment une période d'accompagnement avec lui. Je me suis pas retrouvée du jour au lendemain toute seule. On avait vraiment fait du suivi avant, après pour que justement lui parte dans de bonnes conditions et revienne aussi dans de bonnes conditions. Donc, on avait Yes. vraiment fait ça. Et puis, il y a eu une deuxième mission, donc pareil, à peu près de 6 mois, donc qui a déboulé, qui a enchaîné sur le poste. Hein. Du coup, il n'y a pas eu il y a pas eu Hmm. Enfin, ça s'est fait parce que, en fait, mon collègue a aussi voulu se développer dans un autre département. Et donc, du coup, on a fait une mission et hop, après, on a Très bien. enchaîné. C'est vrai que c'était. Super. Alors, à Lucie, c'est quoi la différence entre un MSL et Medical Advisor? Ceux qui Alors, il y a déjà une différence sur l'aspect, on va dire, régional-national. En fait, du coup, le medical advisor, en fait, il s'occupe de la stratégie médicale au niveau du siège. Et en fait, du coup, on va redonner la stratégie aux MSL pour que justement les MSL puissent avoir une stratégie claire, en fait, sur les études à venir, sur toutes les informations à donner. Et donc, en fait, le boulot de medical advisor, c'est un boulot que moi, je trouve vraiment extrêmement intéressant. En fait, on est vraiment hyper central au niveau de la société, au niveau donc de la branche, hein, bien évidemment. Là, moi, je suis en onco-urologie en l'occurrence, mais je travaille avec tous les interlocuteurs aujourd'hui qui font de l'onco-urologie. Donc, ça va être avec le market access, ça va être avec les ventes, ça va être avec le réglementaire, ça va être avec les cas d'information médicale, par exemple, qu'on peut recevoir. Donc, on est vraiment hyper central par rapport
par rapport au poste. Et puis, on a cet aspect où on travaille vraiment, là, pour le coup, alors qui était un peu interdit côté MSL parce que c'est vraiment un boulot qui est non promotionnel. Là, je travaille beaucoup plus avec les ventes en cause fonctionnelle parce on est vraiment main dans la main avec les ventes. Alors, t'aimes bien ça, travailler avec les ventes, Annecy? Ouais, j'aime bien, j'aime bien, ouais. Mais moi, en fait, je trouve ça hyper intéressant de voir justement que, en fait, cette complémentarité, et c'est ça que je trouve génial parce qu'en fait, eux, ils ont vraiment des compétences que moi, j'ai pas. Genre, par exemple, tous mes PowerPoint, ils sont très, très moches. Par contre, je leur donne un truc en disant, il faudrait pas. Et à chaque fois, ils arrivent avec des trucs trop beaux. Je suis là, Ils sont trop ah, mais il beaux. faut que j'apprenne et tout. Enfin, et en fait, vraiment, je trouve que on a vraiment des visions qui sont assez différentes, qui peuvent, des fois, ça va au clash parce qu'on n'est pas du tout d'accord sur l'aspect médical et l'aspect marketing. Il y a des moments, bah, on peut ne pas être d'accord, ou en tout cas, les arguments se font, mais en tout cas, on est vraiment main dans la main parce qu'en fait, en fait, le département médical étant un peu nécessaire pour tout, on participe au dossier de soumission auprès des autorités de santé. Enfin, en fait, c'est ça où c'est vraiment des missions qui sont beaucoup plus larges que le boulot de MSL. Et c'est vraiment deux métiers pour moi différents, mais qui sont complètement en lien. Et je pense que du coup, j'ai réussi aussi à faire Medical Advisor parce que j'ai fait aussi cette case terrain en tant que MSL, parce que j'ai aussi compris les besoins des médecins sur le terrain. Alors après, l'onco-urologie ne veut pas dire l'oncothoracique et ne veut pas dire la diabéto. En fait, chaque aire thérapeutique va avoir ses subtilités, mais c'est vrai qu'effectivement, je pense que c'est hyper important d'avoir cette case un peu terrain pour faire sur des postes de siège. Super, j'ai encore plein de questions à te poser. Je laisse la parole aux participants. Bien sûr, On va écouter, on laisse un bon petit quart d'heure là. Pour ça, on va poser directement des questions à Lucie. Et puis, je vois que Pierre a allumé la caméra. Donc, on va commencer par Pierre. N'hésitez pas à allumer les autres caméras pour poser des questions directement à Lucie. Pierre, je t'en prie. Bonjour et merci pour toutes ces informations. Moi, j'aimerais comprendre un petit peu parce que souvent, on parle de stratégie. C'est quoi exactement une stratégie thérapeutique vraiment, qu'est-ce qui fait le medical advisor en tant que stratégiste? J'ai du mal à comprendre ça parce que pour moi, une stratégie, c'est assez classique, c'est mettre le médicament sur le marché. Voilà, j'ai pas la subtilité du tout. Je comprends pas ça. En fait, c'est une très bonne question. En fait, la stratégie thérapeutique, alors tu as soit le côté medical advisor, mais tu as deux bases. En fait, qu'est-ce qu'une stratégie thérapeutique? C'est qu'aujourd'hui, tu vas avoir un malade qui va arriver dans son traitement, en fait, qui va devoir le traiter. En fait, le médecin va déjà avoir peut-être potentiellement plusieurs options thérapeutiques. Donc déjà, tu as ça. Et en fonction de si tu vas donner le composé A ou le composé B, que ce soit une chimio, un autre traitement, etc. En fait, si tu vas donner l'un, globalement, tu vas peut-être pas pouvoir redonner l'autre derrière. Tu vas pouvoir du coup switcher. Tu vas avoir des notions de ligne. Par exemple, un patient qui va recevoir ce qu'on appelle une première ligne de traitement, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. En fait, ça c'est un peu ça. Tu vas avoir des traitements concomitants. Tu vas avoir des maintenances, c'est-à-dire tu commences un composé A et puis tu vas faire une maintenance avec un composé B. Donc ça, en fait, c'est ça la stratégie thérapeutique, c'est déjà, faut le voir au niveau du malade, c'est qu'en fait, effectivement, tu peux avoir alors, toute pathologie confondue, alors peut-être pas les maladies rares, c'est peut-être malheureusement les seules qui sont un peu orphelines parce que justement, maladies rares et qu'il n'y a peut-être pas beaucoup d'options thérapeutiques, mais globalement, si tu prends le cancer du sein, il y a une quantité industrielle de traitements aujourd'hui, et donc en fait, le médecin va devoir choisir et donc toi, il va falloir aussi en tant que société de dire à un moment quelle est la stratégie, comment est-ce que nous on essaye de donner le bon médicament au bon moment au bon patient en fait, tu vois. Et en fait, elle est un peu là ta stratégie, elle est de se dire est-ce que du coup tu es en première ligne, alors le design de ton étude va être ça, mais même si c'est en amont, les lignes elles changent. Le problème il est là, c'est qu'en fait quand tu vas lancer un essai clinique, ça dure entre 3 et 5 ans, on va dire un truc comme ça, les données entre le moment où tu débutes ton étude et le moment où tu as des résultats, il s'est passé peut-être 5 ans pour certaines pathologies. Et sauf qu'en 5 ans, il y a d'autres études qui sont arrivées, tu as d'autres résultats. Et donc, du coup, comment tu mets ton nouveau traitement avec ton AMM, comment est-ce qu'en fait tout ça, ça s'incorpore dans l'ensemble de la stratégie thérapeutique? Donc ça, c'est le medical advisor en fonction de la littérature, des besoins des médecins.
ils changent plus ou moins la stratégie pour dire, bah voilà, le traitement, il sera C'est pas, plutôt en première, deuxième ligne. C'est pas, en fait, tu vas pas changer tu vas pas s'en changer, mais par exemple, sur un choix potentiel, tu as deux molécules en face à face. Bah, par exemple, il y a plein de traitements aujourd'hui qui ont des molécules un peu similaires. Bah, par exemple, tu vas pouvoir jouer sur les comorbidités. Par exemple, tu peux dire, bah, tu peux essayer de dire, bah, de valoriser le fait, par exemple, que tu as moins de comorbidités, le moins d'effets secondaires par rapport. Alors, tu jamais dans le dénigrement de la concurrence. C'est jamais Hmm, par rapport à quelque chose, mais tu peux avoir des bénéfices, en fait, sur ta thérapie. Tu peux avoir des thérapies orales, des thérapies à l'hôpital. Et donc, en fait, c'est juste ça. En fait, essaye de réfléchir, c'est-à-dire que tu te réveilles pas demain en disant ah ben j'ai une étude positive, on fait quoi? Tu vois, en fait, tu as tout un d'accord. plan de lancement médical et marketing qui est aussi. C'est pour ça le medical advisor, il n'est pas tout seul au niveau médical, il est vraiment en lien avec le marketing. On travaille vraiment main dans la main parce qu'en fait, il faut que tu aies l'aspect médical qui soit validé et puis en fait, l'aspect aussi marketing derrière qui va, marketing vente, qui va aussi développer un peu cette stratégie. Mais tu peux pas la modifier, c'est-à-dire que si tu as un truc qui est comme ça, mais par contre, tu fais en sorte que tu puisses amener ton médicament au bon moment, au bon patient, quoi. C'est vraiment un peu le leitmotiv, quoi. D'accord, Je sais pas si merci. ça a répondu à ta question. Oui, mais À peu j'ai près. encore du mal à comprendre Ouais. les nuances, la subtilité, Ouais. enfin le quotidien du medical advisor, à quel point il influence la stratégie ou la En fait, détermine. tu l'influences pas en tant que telle. C'est-à-dire qu'une étude qui est positive, elle est positive. Si elle est négative, elle est négative. Par contre, en fait, tu interviens, tu participes à un lancement d'une molécule, tu participes à l'élaboration de la communication. Moi, par exemple, je valide tous les documents promotionnels. Tu vois, c'est pas tu vas pas modifier ta Bien stratégie. sûr. Enfin, tu vas pas modifier, mais par contre, tu vas dire, bah, il faut que tu aies un œil sur la concurrence, faut que tu sois, tu vois, un peu sur le qui-vive par rapport à tout ce qui est, toute la mouvance, en fait, de ta pathologie, quoi. Et d'essayer D'accord. d'anticiper, de dire, ah bah, eux, s'ils sortent avant nous, bah, effectivement, on risque, ça risque d'être plus compliqué pour nous. Si tu es le premier, bah, c'est beaucoup plus simple. Enfin, c'est toujours, et après, ça, c'est complètement inhérent à toutes les pathologies, entre guillemets, quoi. D'accord. Bah, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Pierre. Du coup, par rapport au MSL, à Lucie, quand ils sont sur le terrain, qu'ils ont des inputs des investigateurs, ils vous font relever s'ils ont des Ouais. questions. Donc, ils vous les donnent et vous répondez aux questions. Comment ça se passe? Comment vous interagissez? Alors, les MSL répondent déjà à 90% des questions. C'est quand Parce vraiment ils ne trouvent pas que du Et coup, voilà, et si jamais vraiment, alors soit il y a deux possibilités, soit c'est vraiment des questions purement info-med et que personne en fait a vraiment la réponse, et là du coup il faut vraiment aller faire une grosse part de biblio, alors soit ils peuvent le faire, mais c'est vraiment, soit c'est des questions hyper pointues, là par exemple dernièrement j'ai eu, est-ce qu'on peut changer le site d'injection de tel médicament, enfin voilà, ça peut être des trucs qui sont là pour le coup extrêmement pointus, et là dans ces cas-là, on va faire avec plutôt tout le département d'information médicale, donc ça même moi en tant que medical advisor, j'ai pas la réponse. Ou alors, ça va être des questions un petit peu plus générales, où effectivement, ils vont avoir besoin d'informations. Mais en fait, globalement, 90% du temps, voire 100%, en fait, les MSL vont répondre à la question. Et par contre, on fait des réunions tous ensemble pour que justement, on apprenne les uns des autres des questions, des objections, des croyances, des questionnements, etc. Mais ok. on est, Et les présentations des MSL là, qui se font là, devant les investigateurs, ça, c'est des choses que c'est vous qui les faites au niveau du siège ou c'est eux, ils font leur c'est les recherche tout MSL. dépendamment après Ah ouais. peut-être des Ah non, structures. non, non, les MSL. Ils Ah ont oui. leur propre presse, ça dépend. Ah ouais. Alors, les slides, alors juste Les les slides, slides. ouais, je te dis les Non, slides, les tu peux slides, pas c'est. accéder. Non, non, ah, du coup, bah, c'est un bon point. Non, non, les slides, elles sont validées au niveau siège. Donc, globalement, je les fais. Alors, on peut les faire aussi en équipe avec les MSL, etc. Mais par contre, il y a une validation de moi. Je suis obligée de les relire. Je les D'accord. valide, ça c'est sûr. On peut faire un travail d'équipe parce qu'il y a par exemple, il y a pas mal de littérature sur les épidémios, des trucs comme ça qu'il faut revoir. Donc, ça, effectivement, ça prend du temps. Donc, il y a des moments, ça permet aussi à certains MSL de gagner en expérience aussi sur une pathologie, de travailler sur un slide kit. Par contre, effectivement, ils n'ont pas le droit de créer leurs slides. Par contre, si tu as un jeu de 300 slides, après, libre à toi de piocher les slides en fonction du profil de Oui. médecin que tu as en face de toi. Si tu as un biologiste moléculaire ou si tu as un anapathe ou si tu as un oncologue ou quoi qu'est-ce, tu vas pas avoir les mêmes questions et donc pas les mêmes subtilités de réponse non plus. D'accord, très bien. Je sais que j'ai une main levée d'Alexis. Alexis, tu voulais poser une question à Anne-Lucie? Oui, bah écoute, s'il y a personne qui a d'autres questions, bonjour, bonjour Anne-Lucie, merci beaucoup hein, Mais de rien. pour le témoignage. Alors juste pour me présenter rapidement, moi je suis cofondateur de Résalliance avec Asia et Delphine, et c'est vrai qu'on a beaucoup de PhD, de jeunes chercheurs qui sont très intéressés par le métier de MSL. On est beaucoup sollicité
chez Resilience pour ce métier-là. Toi, aujourd'hui, quelle est ta vision on va dire, du marché de MSL? Est-ce que en termes de nombre de postes, c'est plutôt en croissance, en décroissance, un marché qui est plutôt stable? Et derrière, du coup, l'accès de ce poste-là à des PhD? Alors, la croissance, non-croissance, en fait, ça va, je dirais que c'est ou stable ou plutôt en croissance, c'est plutôt pas en décroissance, ça c'est sûr. Après, ça va dépendre quand même des sociétés, ça va dépendre des indications. Donc ça, effectivement, c'est un peu compliqué de façon extrêmement large de répondre à cette question-là parce que je l'ai pas. En tout cas, on est un métier central. En tout cas, le boss de la MSL, c'est clairement un métier qui est central aujourd'hui, qui répond sur du AMM, de leur AMM. On est vraiment en soutien, on est en backup aussi avec tous les arcs sur les essais cliniques, etc. Donc c'est vraiment un métier qui est extrêmement central. Donc pour moi, ça ne visera pas à disparaître, ça c'est sûr. Après, est-ce que ça vise à vraiment augmenter? Je ne sais pas non plus, parce qu'effectivement, on est sur des plus grandes régions. On est aussi quand même, le scope est plutôt majoritairement en pré-AMM. Donc voilà. Et pour répondre à ta question sur les profils, je pense que de façon extrêmement transparente, je pense qu'en fait, ça va dépendre de la team, ça va dépendre des besoins. Et ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, nous, là, on a une équipe avec pas mal de jeunes MSL ou qui étaient soit dans d'autres pathologies, soit qui n'étaient pas MSL. Bah, automatiquement, si demain il y a un poste qui doit s'ouvrir, bah, ça sera un MSL senior. Alors que si tu as une équipe où tu as, je sais pas, sur 10 MSL, je donne des chiffres comme ça, mais sur 10 MSL, tu en as 8 qui sont seniors, franchement, tu peux largement embaucher un PhD qui aura pas fait. Et c'est qui était mon cas d'ailleurs quand moi j'étais prise, hein, objectivement. Moi, j'avais zéro expérience MSL et en fait, comme j'avais pas mal de seniors dans l'équipe, en fait, ils pouvaient se permettre de prendre une petite jeune à côté pour être formés parce que du coup, c'était pas chronophage. Mais là, nous, on a beaucoup dans l'équipe, on a des médecins, des pharmaciens, des PhD. On a les trois. Et c'est vrai que les PhD ont une place quand même assez. Il y a de moins en moins de médecins, je pense, pour les postes de MSL. Donc, ça se joue un peu en 50-50 avec les pharmaciens, on va dire ça comme ça, étant donné que les médecins sont quand même moins. Il y en a, hein, je dis pas qu'il y en a pas, hein, mais c'est vrai que sur une équipe de 10, tu vas en avoir un ou deux dans l'équipe, quoi. Et le reste, ça sera du PhD et du pharmacien. Donc, il y a une vraie place, en fait, à avoir pour les PhD. Après, je pense qu'il faut aussi un peu valoriser notre travail de thèse. Enfin, on a tous appris à faire de la biblio, on sait où chercher des infos. Enfin, voilà, moi, on a pris justement, là, je la vois pas connectée, elle doit travailler. Comment on a pris dans l'équipe justement une PhD en fait avec nous. On est nous deux, toutes les deux, on est deux medical advisor PhD. On a pris une PhD parce qu'on sait aussi que justement, elle aura cette rigueur scientifique, elle va aller faire chercher de l'info, etc. Et en fait, je dis pas que les autres en sont pas capables du tout, mais je pense qu'il y a aussi un moment, il faut valoriser ça. On a des compétences rédactionnelles, on a tous fait des appels à projets, on a voilà ce que je disais tout à l'heure, l'assessment, bah en fait on en a tous fait dans notre vie des euros, on a présenté des posters à des congrès, donc après le reste ça s'acquiert quoi. Après, comme tu disais, à Lucie, il y a quand même une compétition, il ne faut pas se mentir. Ouais, par contre, les pharmaciens, les médecins, ceux qui ont fait un DU, ceux qui ont pas fait de DU, ceux qui ont fait ARC, il y a tellement de profils très divers. Et c'est vrai que nous, on a pas mal de juniors, des gens sortis de thèse ou de postdoc qui veulent se lancer vers un MSL, par exemple. Et je ne sais pas si tu avais un conseil à leur donner. C'est quoi? C'est que tu les encourages à aller vers les formations, tu les encourages à tenter. Qu'est-ce qu'il faut de plus pour faire la différence par rapport à quelqu'un qui a déjà un pied dans le privé? Tu vois, il y a tellement de questions. Ouais, je sais pas. Alors moi, les formations, je les connais pas, je les ai pas faites. Moi, j'ai pas eu au moment. Alors, est-ce que je l'aurais fait peut-être? Je pense que ça vaut de toute façon coup de faire une formation additionnelle. Je pense que. Alors après, effectivement, on se dit ouais, on a un bac plus 8, refaire des formations et tout. Moi, j'ai déjà refait un DU en immuno quand je suis arrivée chez Astra. J'ai refait des choses, etc. Donc je pense qu'on n'a jamais, enfin, on n'apprend jamais d'apprendre, enfin, on n'a jamais fini d'apprendre le reste de notre vie. Donc, franchement, se faire une formation supplémentaire, je pense que ça mange pas de pain. Donc, ça, et puis ça permet de donner aussi des billes. Et voilà, je pense que je pense qu'il faut persévérer, il faut pas lâcher, le truc et voilà, je pense qu'on peut postuler peut-être pendant 5 ans et avoir rien et puis ça finira peut-être par donner quelque chose à la fin. Donc
je sais que c'est pas toujours simple, que ça peut être démoralisant, que ça peut être fatigant, mais c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure. Ça peut être, c'est au petit bonheur la chance, au moment où tenter. Et puis après, je pense qu'il faut aussi, voilà, être sûr de soi. Je pense qu'il y a un moment, enfin voilà, tout le monde dans la population n'a pas un PhD. Bon bah ok, nous on a un PhD, d'autres on a un PharmD, d'autres sont médecins. Mais je pense qu'effectivement, il faut valoriser aussi ce qu'on sait faire et ce qu'on connaît. Et puis valoriser aussi ce qu'on peut apporter à une équipe. Parce que si, par exemple, on a que des pharmaciens, bah, les modèles murins, par exemple, bah, moi, je suis un peu la référente souris. Ça, c'est sûr. S'il y a une publi, bah, c'est. Mais ça fait partie aussi des choses qu'on peut apporter en disant Bien sur sûr, une équipe. On peut bien sûr. aussi dire, bah voilà, moi, je m'y connais vachement sur tel ou tel domaine. Ça peut apporter dans le domaine en l'occurrence. Très bien. Il y aura une question de Pierre, et puis Sandra avait levé la main, et puis elle a baissé la main. On ne sait pas, peut-être la question. Elle a peut-être déjà répondu à la question. À Lucie, donc Pierre, il disait, est-ce qu'il vaut mieux commencer par le métier d'MSL ou Medical Advisor? Il n'y en a pas un qui est plus facile à décrocher en premier, Anne, pour un PhD Ah, sorti de moi, médecine. alors là, pour le coup, c'est plutôt une reco personnelle, en tout cas, moi, de ce que j'ai vécu. En fait, le travail de medical advisor, il est quand même très central. On en demande quand même beaucoup sur les connaissances, etc. Moi, ça me paraît compliqué de commencer par un boulot de medical advisor de prime abord. En fait, parce que justement, on n'est pas médecin, on a moins cette formation médicale. Donc, moi, ça me paraît. Objectivement, ça, en tant que PhD, j'aurais jamais été capable de faire ça aujourd'hui de ce que je fais aujourd'hui si j'étais pas passée par justement D'accord. MSL avant. Donc c'est plus une reco de et puis le terrain c'est hyper intéressant parce qu'en fait on se rend compte des vraies problématiques en fait Ouais. des médecins, des malades, enfin et c'est vrai que et puis ça, enfin enfin voilà en tout cas moi je pense que c'est quand même plus simple. Après est-ce que je pense que c'est plus atteignable parce que mathématiquement par exemple moi je suis seule medical advisor et on a 6 MSL donc mathématiquement en fait il y a un poste pour 6 donc et dans certaines équipes, il y a deux, trois medical advisors pour 10 MSL. Donc, enfin, en fait, Yes. Et en plus, tu m'avais dit, Anne-Lucie, que peut-être, sait-on jamais, que tu puisses, que tu veuilles en revenir sur le terrain un jour, ah hein. ouais, ouais, moi je me ferme Ouais. aucune porte à l'avenir de revenir sur le terrain parce que ça reste quand même extrêmement important. Enfin, je veux dire, il y a des moments quand on est un peu trop au siège, on se rend plus vraiment, enfin c'est pas qu'on se rend plus compte, mais on perd un peu cette réalité en fait quotidienne et puis on a tendance à avoir aussi beaucoup de centres experts et c'est vrai que les centres très experts ont pas les mêmes problématiques que un onco qui va faire du poumon, de la vessie, du truc, enfin qui a tout un tas de pathologies parce que bah plus petit centre. Et moi, je trouve que le terrain est clairement, enfin, hyper enrichissant. Après, je m'interdis pas de partir sur d'autres. L'avantage, c'est que voilà, je pourrais même partir au marketing si je crante sur du PowerPoint. Mais non, non, mais c'est ça aussi. Je pense à un moment, voilà, la carrière, on peut largement évoluer après, faire sur d'autres postes, sur d'autres terrains. Je peux changer d'aire thérapeutique, je peux changer de département. Enfin, c'est vrai on a cette chance-là après de De saisir pouvoir d'autres évoluer, de opportunités, changer, quoi. quoi. C'était Pardon? donc, c'est quand même chouette. Donc, la possibilité d'avoir des Ouais. opportunités comme ça, de changer, de switcher, d'aller chercher Ouais. d'autres challenges, de se challenger, etc. sur autre Ouais, chose. ouais, Dernière question pratico-pratique, hein, Lucie, c'est encore 2 minutes. ouais, ouais, bien sûr. Entre MSL et Medical Advisor, en termes de conditions de vie, en termes de déplacement, de salaire, qu'est-ce qui change concrètement? Alors, ce qui change de façon assez factuelle, c'est qu'à MSL, on est en charge de son emploi du temps. Moi, mon emploi du temps se remplit tout seul. De réunions parce que tout le monde est voilà. Donc en fait, j'ai beaucoup plus de réunions en étant medical advisor, bah, parce qu'en fait, j'interagis avec beaucoup plus de départements et de choses. Donc automatiquement, il y a beaucoup plus de réunions qui se greffent. Après, bah, les déplacements, je n'en ai plus en tant que tel puisque je ne vais plus en région. Donc, je vais que à Paris. Donc ça, c'était mon choix de vie aussi en étant à Dijon. C'était mon choix. Mais en tout cas, je n'ai plus de déplacements. J'ai plus besoin d'aller à Lyon, etc. J'ai toujours les congrès, ces choses-là, mais qui étaient pareils quand j'étais à MSL. Mais donc voilà, après, il n'y a pas. En fait, c'est complètement différent parce qu'il y en a un automatiquement, quand on fait 2 heures ou 3 heures de transport pour aller à un rendez-vous, bah, automatiquement, c'est des moments où on peut pas être en réunion, on peut être dans la voiture, etc. Donc, on a moins ça. Alors que moi, effectivement, il y a des moments où mon emploi du temps est rac de tac. Je suis en congé d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais du temps aujourd'hui. Merci de me donner de ton temps. Mais oui, non, 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 mais voilà, mais c'est vrai que en fait, c'est plus chargé parce que comme on interagit avec beaucoup de départements, bah, automatiquement, il y a plus de réunions, quoi, parce qu'il faut interagir avec tout le monde, quoi. Donc, Forcément. Donc, le MSL, bon, lui, il a une voiture de fonction, Medical Advisor, on n'a pas ouais, besoin.
Non, ouais, moi, j'en ai plus. Et Ouais. sinon, en termes de salaire, c'est très différent ou c'est un peu la même globalement? C'est dans le même range. Ouais, C'est un range qui est à peu près, parce qu'en fonction de l'expérience des uns des autres, etc., en fait, tu peux pas comparer un MSL qui a 20 ans de carrière versus, enfin, en fait, c'est compliqué, mais tu es sur des ranges de salaire qui sont globalement à peu près pareils. Enfin, on n'est ok, pas, ouais. très bien. Ben écoute, je pense qu'on a fait le tour. Il est 13h32. S'il y a vraiment une autre question de quelqu'un qui lève la main là tout de suite, on peut y répondre. Sinon, on arrive à la fin de notre interview. Anne-Lucie, merci Il n'y en avait Pierre pas dans le chat, je pour pense. tes questions. Merci Alexis. On a passé un super moment. Je ne sais pas vous, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Moi, vraiment, on aurait pu continuer pendant un moment à discuter avec toi, Anne-Lucie. C'est très agréable. Voilà, on a fait trois métiers en un. On a fait Ouais, c'est directeur ça. d'études, MSL, Medical Advisor. Merci beaucoup pour ce témoignage très inspirant et motivant, Mélanie. J'espère. Merci à vous. Merci pour ton peps, Ah, Annecy. j'ai perdu. Voilà. Et puis, l'interview, de toute façon, est enregistrée, donc ce sera un replay dans quelques Ouais. jours. On vous tient au courant sur LinkedIn. Continuez à nous suivre. Abonnez-vous sur la chaîne Ah oui. YouTube. Et puis, encore merci à tous pour votre participation. Bah oui, et puis merci à Sia et à toute l'équipe parce que je pense qu'effectivement c'est un super projet. J'aurais adoré avoir ça il y a 10 ans quand j'étais en thèse ou voilà, j'aurais peut-être pas fait le même parcours, je serais peut-être allée plus vite, j'en sais rien, mais en tout cas je trouve que c'est un super projet et voilà, moi c'est pour ça que ça me tenait aussi à cœur de le partager parce que je pense qu'on est c'est pas toujours simple, mais tout est possible, je pense, avec de la motivation et C'est beau, ça, la façon dont tu l'as voilà. dit. Non, non, c'est ça. On restera sur cette belle phrase. Et c'est vrai que beaucoup de gens nous le disent. Ah, mais si, cette phrase, faut qu'on la grave sur Résilience. C'est que j'aurais tellement aimé avoir ça. Je le dis moi-même. Et ouais. Quand j'étais en postdoc ou en thèse. Donc, profitez-en. Ah ouais. Vous avez du contenu à gogo sur notre chaîne YouTube, podcast, témoignages, vidéo-doc. Profitez-en. C'est gratuit. Et puis, plein de pépites de conseils comme on en a eu aujourd'hui encore. Merci à Lucie. Merci à tous pour votre participation. Et on vous dit à très Merci bientôt à pour le tous. prochain. Très bonne journée. Au Bonne revoir. journée. Ciao. Ciao.